Victoria Vanneau, vous êtes historienne du droit et des institutions et vous publiez La paix des ménages, histoire des violences conjugales 19e-21e siècle. C'est aux éditions Anamosa, des nouvelles et belles éditions. Depuis quand est-ce qu'on parle de violence conjugale ? Alors l'expression violence conjugale date des années 1970-1980. Pour le 19e siècle, on n'avait pas cette notion-là. On utilisait d'autres notions du type dissension domestique, tyrannie domestique, et puis des expressions encore plus larges, du genre l'abus de la force contre la faiblesse. Mais la notion même de violence conjugale n'existait pas. Elle procède d'un long travail, tout simplement des magistrats qui ont essayé de constituer ce qui existait comme phénomène social en phénomène de droit. Donc on va plutôt trouver des homicides, meurtres, assassinats, empoisonnements, incendies, coups et blessures, dans le cadre des couples, mais pas de violence conjugale. Alors si le mot, les termes n'existaient pas, la réalité non seulement elle existait, mais la prise en compte elle existait, et ça vous le montrez dès le 19e siècle, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé. La prise en compte existait effectivement au 19e siècle, puisque on partait du principe qu'on n'acceptait pas les violences dans le couple. Alors sous l'Ancien Régime, on avait une expression qui s'appelait luxoricide. Ça veut dire le fait de tuer son conjoint ou sa femme. En 1801, au moment de la rédaction du Code pénal, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver notre expression qui s'appelait le conjugicide. Mais on ne sait pas trop pourquoi l'expression a disparu. Mais en tout cas, elle était prévue comme circonstance aggravante, le fait de tuer son conjoint. C'était peut-être aussi pour reprendre les articles 13 et 14 de la loi de 1791 qui prévoyaient justement en circonstance aggravante le fait de tuer une femme. Donc ça, c'était déjà une prise en compte. Le fait que le conjugicide n'ait pas été retenu dans le Code pénal de 1810, on peut aussi en trouver une explication dans la présence du Code civil du juste motif d'excès, sévices et injures graves pour les divorces et la séparation de corps. Donc on partait du principe que puisqu'on a prévu la norme civile, on n'a pas besoin de prévoir une norme pénale. Et puis une autre explication tient sans doute peut-être à la présence de l'article 324 du Code pénal de 1810 qui prévoyait l'excuse du mari qui prenait en flagrant délit sa femme en adultère. Et évidemment, si on laissait la possibilité pour le mari de battre ou de tuer sa femme dans cette circonstance-là, on ne pouvait pas prévoir en circonstance aggravante le conjugicide. Donc du coup, le conjugicide a disparu. Et on a tout simplement appliqué le droit commun. Alors vous avez choisi d'étudier ces violences conjugales, même si le nom n'existe que depuis la fin du XXe siècle, sur une période assez longue, de 2 siècles. Comment a évolué la paix des ménages et surtout la discorde des ménages, puisque c'est quand même beaucoup de ça dont vous parlez. Alors la paix des ménages, elle a évolué. Un coup ça va, un coup ça va pas bien. En fait, évidemment, on a une vision un peu tordue de la société quand on tombe dans les dossiers de procédure, puisqu'on n'a que des couples qui s'entendent pas du tout. J'aime à penser que tout le monde ne se tapait pas dessus au 19e siècle. On avait quand même des couples apaisés, et y compris dans le milieu des ouvriers. Donc là-dessus, on ne peut pas faire comme certains historiens pensent, avoir une bonne représentation de la société en dépouillant les dossiers de procédure, ce qui est totalement faux. Donc c'est une erreur. Ensuite, il faut quand même attendre la fin du 19e siècle pour qu'il y ait une véritable intolérance, c'est-à-dire que c'était au cas par cas. C'était plus la bourgeoisie, et les magistrats étant issus de cette classe-là, trouver de plus en plus intolérables les violences qui étaient commises à l'intérieur des couples. Et on a quelques grands noms comme Ernest Le Gouvet, qui était académicien et qui rapporte justement un dialogue qu'il avait eu avec un charretier et qui lui disait « Mais pourquoi vous donnez un coup de fouet à votre femme ? C'est pour qu'elle entende, pour qu'elle m'écoute. » Donc il y a cette distance qui existe entre les classes bourgeoises et les classes ouvrières. Ça, on ne peut pas le nier. On s'en moque même dans les pièces de théâtre. Mais la véritable prise de conscience, il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle pour que la société en général trouve vraiment intolérable. Et on en a une trace dans les dossiers de procédure lorsque les voisins signent des lettres et qu'ils adressent au procureur de la République pour dire que maintenant ça suffit, il faut que les violences de monsieur un tel ou de madame, parce qu'il y a des violences faites des femmes sur leur mari, il faut que ces violences-là cessent. Mais qu'est-ce qui déclenche les moments dans l'histoire où le droit comme ça s'intéresse de plus en plus à la sphère privée ? L'idée de se dire que, voilà, comme la famille est la représentation de la société, on ne peut pas admettre que les couples s'entendent pas, qui commettent des violences. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté avec l'article 213 du Code civil qui prévoit que le mari doit protection à sa femme et la femme doit obéissance, mais on ne peut pas en déduire que le mari a le droit de taper sa femme. Donc on veut quand même que le couple soit, on va dire, serein.
Si on laisse perdurer ces violences-là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans l'éducation, dans la pacification des mœurs. Et le travail de la justice et de la justice pénale, c'est la préservation de l'intégrité des corps physiques et la pacification des mœurs. Est-ce qu'on peut savoir, Victoria Vanneau, si c'est la perception de ce qui se passe au sein des familles ou si c'est les violences elles-mêmes qui évoluent au cours de ces 2 siècles? Alors la perception des familles, oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Au départ, c'est vrai qu'au sein des familles, il n'est pas rare de retrouver dans les témoignages qui sont faits de certains membres, soit les frères, les belles-sœurs, disent « Oh mais oui, ce n'est rien, il t'a tapé, mais bon, il avait bu un coup de trop, c'est pas grave ». Donc on sent vraiment que quelque part, c'est pas bien de se plaindre des violences. Ça ne se fait pas. Tout ce qui reste dans la vie privée doit rester sous l'alcôve, ça ne concerne personne. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça devient de plus en plus intolérable parce que ça ne se passe plus au sein du couple, ça se passe à l'extérieur. Les violences sortent de la maison, sortent de la chambre, et là, les gens trouvent ça insupportable. Et c'est pour ça qu'ils les dénoncent de plus en plus. Mais il y aura toujours, entre ceux qui dénoncent et ceux qui ne dénoncent pas, évidemment, une ambivalence. Mais en tout cas, ça existe. On ne peut pas nier, mais ça reste quand même assez difficile de le quantifier pour le 19e siècle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en a un déballage. On a les associations aussi féministes qui luttent beaucoup pour faire entendre la parole de ces femmes battues. Un peu moins en ce qui concerne la parole des hommes battus. Ça serait encore quelque chose à retravailler. Mais au 19e siècle, c'est vrai que, on va dire, sur la scène publique, sur la scène politique, il n'y avait pas d'association féminine qui luttait contre les violences conjugales. Les associations féminines, à suivre Flora Tristan, etc., c'était plus la revendication des droits politiques, des grands droits civiques. Mais ce qui se passait à l'intérieur de la famille, bon, ça les concerne pas. Et même si George Sand a pu écrire que le mariage était une prostitution légale, rien ne se passe en fait. Il y a une notion qui apparaît dans les violences conjugales, c'est celle de viol conjugal. Quand est-ce que ça apparaît, comment et comment c'est pris en compte? Alors, il faut savoir que le viol conjugal, pendant très longtemps, n'existe pas. On part du principe que l'homme, enfin, le mari et la femme, doivent copuler. C'est le debitum conjugale qu'un grand juriste, Émile Accola, a appelé. Une affaire en 1839 change la donne. Une femme issue du milieu de la bourgeoisie se plaint de la demande pressante de son mari des actes contre nature. Alors on n'a pas plus d'informations sur les actes qu'il lui demandait, mais on peut très bien imaginer que de toute façon la moindre demande d'actes sexuels d'un homme vis-à-vis de sa femme bourgeoise peut choquer cette femme-là. Elle n'est pas tout de suite entendue par la justice puisque l'avocat du mari, notamment Ledru-Rollin, le fameux Ledru-Rollin qui défend le mari, va dire que de toute façon ce qui se passe dans le lit conjugal n'a pas à intéresser la justice. Il défend tellement bien son client que ça va jusqu'en cour de cassation. Et c'est là le Dupin, l'avocat général, qui lui va prendre la défense de la femme. Il ne va pas seulement prendre la défense de cette femme-là, il va prendre la défense de toutes les femmes en disant d'accord, on ne peut pas retenir le viol conjugal parce que c'est particulier, le mariage c'est fait pour procréer, pour avoir des rapports sexuels. En revanche, on peut retenir l'attentat à la pudeur. Et c'est sur cet argument-là qu'on a condamné le mari pour attentat à la pudeur. Et Dupin a dit quelque chose de très intéressant. Il a répondu à Ledru-Rollin qui s'insurgeait d'avoir la justice au pied du lit. Eh bien oui, monsieur, la justice sera au pied du lit puisqu'on ne peut pas tolérer des actes comme ça. Alors, il faut savoir que la reconnaissance du viol conjugal, même dans les années 1980, ne sera pas reconnue et on a des grands noms de la doctrine en droit pénal française qui diront qu'il ne peut pas y avoir de viol conjugal parce que le fait de se marier, c'est pour avoir des rapports sexuels. Donc, on ne peut pas envisager ça. Et il faut attendre les années 90, des décisions de la Cour de cassation pour qu'on reconnaisse effectivement le viol conjugal. À vous lire, il y a à la fois l'évolution effectivement du droit, de la loi elle-même, mais il y a aussi beaucoup dans cette reconnaissance, enfin dans cette prise en compte des violences conjugales, aussi des pratiques de magistrats. Alors c'est vrai que sans l'attention en tout cas, des magistrats, il n'y aurait pas eu cette reconnaissance tout au long du 19e siècle. Je suis quelques personnalités comme Adolphe Guillot, qui a été membre de l'Académie également, qui ont été sensibles et touchés par ce qui se passait dans ces conjugalités et qui n'acceptaient pas que justement un homme ou une femme batte l'autre conjoint. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on ne sait plus trop s'il juge en gardant toute son objectivité, ce que l'on attend d'un magistrat, ou si là il laisse aller des
des marques de subjectivité et à lire certains interrogatoires, on est un peu partagé, notamment les actes d'accusation où normalement c'est des actes assez longs qui doivent être impartiaux. C'est de la grande littérature. C'est plus si on ne fait pas pleurer dans la cour d'assises à l'écoute de ce genre de texte. Donc on sent vraiment que ça les touche et on ne peut pas être insensible à toutes ces formes d'idiosyncrasie qui touchent le professionnel parce qu'après tout, ce sont des hommes. Et c'est ça qui est intéressant. Ce sont des hommes qui dénoncent. Justement, est-ce qu'on voit une évolution à partir du moment où ces métiers de magistrat sont davantage occupés par des femmes ? Alors, même si je sais que les violences conjugales, ça peut être aussi sur les hommes, mais globalement, c'est quand même plus sur les femmes. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, alors c'est des études sur la sociologie un peu des magistrats, on se rend compte que les femmes qui sont rentrées en magistrature ont emprunté les mêmes habitus que les hommes. Donc quand les hommes vont être indulgents vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes, dans certaines formes de criminalité, elles vont faire pareil parce que pour ces femmes magistrates, au tout début, l'important c'était d'être reconnues en tant que magistrat. Et finalement, le sexe de la fonction disparaissait. Et finalement, on ne peut pas dire qu'une femme juge plus ou moins bien, ou plutôt intolérante ou pas. Ça ne se pense pas comme ça, parce qu'elles incarnent la fonction. Alors, on a pu taxer certains hommes magistrats plus chevaleresques que certaines femmes, c'est vrai, mais dans l'ensemble, on constate quand même une certaine même ligne de conduite, une même approche des faits. Et les femmes ne sont pas plus ni moins indulgentes ou plus sévères face à cette forme de criminalité. Et pour conclure, même si c'est un peu vaste, vous diriez qu'aujourd'hui, la paix des ménages est garantie ? Non, la paix des ménages n'est pas garantie, puisqu'on a encore des violences conjugales, le combat est encore à mener. J'aimerais bien dire que c'est garanti. Le problème, c'est des formes d'éducation qu'on n'a plus. Si on ne montre pas l'exemple, ça ne sert à rien de vouloir absolument créer une catégorie à part de violences conjugales. D'ailleurs, ça serait même catastrophique. Je pense qu'il vaut mieux garder le système que l'on a, avec les formes de répression que l'on a, et puis essayer de développer des formes d'éducation. Je pense que c'est plus les formes d'éducation qu'il faut développer maintenant, plutôt que le tout répressif qui ne sert strictement à rien. Merci beaucoup. Merci à vous.